Ce monsieur que vous voyez là n'est pas un simple cordonnier, mais un riche milliardaire déguisé en pauvre pour trouver la femme parfaite. Les histoires des pieds-pots. Le soleil de midi était une chape de plomb sur Assini Beach. L'air vibrait de chaleur, rendant l'horizon flou, là où le bleu turquoise de la mer rejoignait l'azur du ciel. Sur le pont étincelant de son yacht, le Blue Horizon, Sam ne sentait pourtant pas la brûlure des rayons. Son attention était tout entière capturée par l'éclat hypnotique de la pierre qu'il faisait rouler entre ses doigts. Cette bague n'était pas un simple bijou. C'était un chef-d'œuvre de joaillerie, un diamant d'une pureté rare dont la valeur marchande aurait suffi à acheter 5 autres navires identiques à celui sur lequel il se tenait. Pour Sam, ce n'était pas de l'ostentation. C'était le symbole de son ascension fulgurante, le fruit de ses industries de chaussures qui dominaient désormais le marché national. Mais plus encore, c'était la promesse d'un nouveau départ. Nadia était là, à quelques mètres, à l'arrière du bateau. Il l'imaginait ajustant son chapeau ou lisant un magazine, inconsciente du moment historique qu'il s'apprêtait à orchestrer. Sam sourit, le cœur battant, savourant l'idée de s'agenouiller devant la femme qu'il pensait être l'exception à la règle, celle qu'il aimait pour l'homme et non pour l'empire. Il se dirigea vers la cabine principale pour ranger l'écrin un instant, le temps de caler les derniers détails de sa mise en scène. Ses pas étaient feutrés sur le bois précieux. En ouvrant silencieusement la porte de leur chambre, il s'attendait à trouver Nadia en train de se rafraîchir. Mais la silhouette élégante de la jeune femme lui tournait le dos, le téléphone pressé contre l'oreille. « Arrête de t'inquiéter, mon amour », murmura-t-elle d'une voix que Sam ne lui connaissait pas. Une voix dénuée de la douceur mielleuse qu'elle lui réservait habituellement. « Toi-même, tu sais que je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Si je suis avec lui, c'est uniquement pour son argent. Bientôt, tout ce qu'il possède sera à nous, je te le promets. » Le monde de Sam bascula. Le diamant dans sa main sembla soudain peser une tonne, se transformant en un caillou froid et sans vie. Chaque mot de Nadia agissait comme un scalpel, découpant soigneusement l'illusion de sa vie parfaite. La déception était un poison lent qui coulait dans ses veines. Ce n'était pas la première fois. Ses relations précédentes s'étaient toutes brisées sur l'autel de la cupidité, mais celle-ci devait être différente. Il referma la porte avec la même discrétion qu'il l'avait ouverte. Le silence qui l'entoura sur le pont était désormais assourdissant. Il regarda l'horizon et comprit une vérité amère. Tant qu'il porterait le costume de l'homme puissant, il ne verrait jamais le vrai visage des autres. Pour trouver la sincérité, il devait disparaître. Le bureau de Sam, situé au dernier étage d'une tour de verre surplombant Abidjan, n'avait jamais semblé aussi vaste et aussi vide. Derrière les baies vitrées, la ville s'illuminait, mais pour lui, tout n'était que cendre. L'écho des paroles de Nadia résonnait encore comme un bourdonnement insupportable. Ce n'était pas seulement la fin d'une relation, c'était la faillite d'un système. Ses industries de chaussures, fleurons de l'économie, ses comptes bancaires aux chiffres vertigineux, ses voitures de sport, tout cela n'était qu'un mur entre lui et l'authenticité. « Je ne suis qu'un carnet de chèques avec un battement de cœur pour elle », murmura-t-il en fixant son reflet dans la vitre. Une idée, d'abord absurde, commença à germer, puis elle devint une nécessité. S'il voulait trouver une femme capable de l'aimer pour son âme, il devait dépouiller son corps de ses ornements. Il allait devenir personne. Un homme de la foule, un artisan. Il connaissait le cuir et les coutures mieux que quiconque. Après tout, son empire s'était bâti sur cette expertise. Il serait cordonnier. Le soir même, il se rendit à la résidence de ses parents. L'atmosphère y était feutrée, imprégnée du respect dû à leur rang. Lorsqu'il leur exposa son projet de partir pour Boundiali, une ville du Nord loin de l'agitation mondaine, le silence qui suivit fut lourd. « C'est de la folie !» s'exclama son père, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu es notre fils unique. Tu ne connais rien de la dureté de la vie dans la rue. Les moustiques, l'insécurité, le manque de confort, pourquoi t'infliger cela ?» Sa mère, les mains jointes, semblait prête à pleurer. « Nous avons tout fait pour que tu ne manques de rien, mon fils. Le monde est dangereux pour un homme qui a tout, surtout s'il fait semblant de n'avoir rien. » Mais Sam restait de marbre. Sa décision n'était pas un caprice. C'était une mission de sauvetage pour son propre cœur. « Je préfère souffrir de l'inconfort d'un kiosque que de la certitude d'être trompé chaque jour, répondit-il, avec une fermeté qui ferma le débat. Le lendemain, avant que l'aube ne vienne caresser les palmiers d'Assini, Sam commença sa transformation. Devant le miroir de sa salle de bain en marbre, il rasa son épaisse barbe, symbole de sa stature de chef d'entreprise. Sous les poils sombres, apparut un visage plus jeune, plus vulnérable. Il enfila des vêtements modestes, usés, qu'il avait discrètement commandés. Il appela son assistante personnelle, la seule personne en qui il avait une confiance absolue pour les détails logistiques. « Préparez-moi 2 tickets de bus pour Boundiali, un aller et un retour que je garderai sur moi. Personne ne doit savoir où je vais. » Lorsqu'il franchit le seuil de sa villa, un simple sac de voyage à l'épaule, Sam ne laissait pas seulement sa fortune derrière lui. Il laissait l'homme qu'il avait été, prêt à se perdre dans la poussière des routes pour, peut-être, se trouver enfin.
Le trajet en bus fut la première véritable épreuve de Sam. Loin du silence feutré de ses berlines allemandes, il découvrit la promiscuité, l'odeur de la sueur mêlée à celle des bagages empilés sur le toit, et les chaos d'une route qui semblait ne jamais finir. Lorsqu'il descendit enfin à la gare de Bundiali, la poussière rouge de la région l'enveloppa comme pour lui souhaiter la bienvenue dans sa nouvelle vie. Sans perdre de temps, il se dirigea vers le cœur battant de la ville, le marché. C'est là, juste à l'entrée, qu'il repéra un petit kiosque en bois, défraîchi mais stratégiquement placé. Pour une somme qui aurait à peine payé un cocktail dans son hôtel habituel d'Assini, il en fit l'acquisition. Il y installa quelques vieilles chaussures, des bobines de fil épais et des outils rudimentaires pour signaler sa présence. Sam n'était plus le magnat de l'industrie, il était devenu le petit cordonnier du coin. Cependant, la chute fut brutale, dès que le soleil disparut derrière l'horizon. Sa première nuit dans le kiosque fut un véritable cauchemar. Lui, dont la peau était habituée à la caresse des draps en velours et à la fraîcheur millimétrée des climatiseurs, se retrouva allongé sur une natte de fortune, posée sur un sol inégal. L'air était saturé d'humidité, et très vite, les moustiques lancèrent leur assaut. Leur vrombissement incessant à ses oreilles sonnait comme une moquerie. Chaque piqûre lui rappelait l'absurdité de sa situation, et l'inconfort de cet espace exigu lui donnait l'impression que les murs se refermaient sur lui. C'est donc ça, la vie sans le bouclier de l'argent se demanda-t-il, les yeux fixés sur le toit de tôle sombre. Le lendemain, le réveil fut tout aussi cinglant. Le marché s'éveilla dans un vacarme de cris, de klaxons et de musique saturée. Prenant son courage à deux mains, Sam sortit sur le devant de son échoppe et tenta de donner de la voix. « Venez, venez réparer vos chaussures !» criait-il, la gorge sèche. Mais la foule passait, indifférente. La plupart des gens l'ignoraient superbement, ne jetant même pas un regard vers ce nouvel artisan. Certains s'arrêtaient un instant, écoutaient, puis continuaient leur chemin avec un air dédaigneux. Pour la première fois de sa vie, Sam était invisible. Il profita de ces moments de calme pour observer l'ambiance, fasciné par la dignité des passants et le rythme effréné de cette vie normale qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Il réalisa avec amertume que sa valeur n'était plus dictée par son nom, mais par l'utilité immédiate qu'il pouvait offrir à ces inconnus. Les jours s'étiraient à Bundiali, rythmés par le martèlement du marteau sur l'enclume et l'odeur âcre de la colle forte. Pour Sam, le temps n'était plus divisé en réunions de conseils d'administration ou en signatures de contrats, mais en petites victoires sur le cuir récalcitrant. Pourtant, la véritable épreuve n'était pas physique, elle résidait dans le regard des autres. Assis sur son tabouret bas, les mains désormais tachées de cambouis et de poussière, Sam devint un observateur invisible de la nature humaine. Ce qu'il découvrit le glaça. Il remarqua rapidement un phénomène fascinant et cruel, le changement radical d'attitude des gens en fonction de l'apparence. À Assini, dès qu'il passait dans sa belle Cadillac, les femmes lui adressaient des sourires éclatants, ajustant leur coiffure dans l'espoir d'attirer son attention. Ici, les mêmes types de femmes, drapées dans leur certitude, étaient celles qui l'humiliaient le plus. Un après-midi, une cliente élégante s'approcha de son kiosque, tenant une sandale de marque dont la lanière était sectionnée. « Hé, le cordonnier !» lança-t-elle sans même le regarder dans les yeux. « Répare-moi ça tout de suite. Et fais attention, ça coûte plus cher que tout ton kiosque réuni. » Sam s'exécuta en silence. Il maniait le fil avec une précision héritée de sa passion pour la chaussure, mais ses gestes étaient plus lents que ceux d'un artisan chevronné. Lorsqu'il lui rendit l'objet, la femme inspecta la couture avec un mépris non dissimulé. « C'est quoi ce travail de cochon ?» hurla-t-elle, pour que tout le voisinage l'entende. « Tu oses appeler ça une réparation ? Je ne te paierai pas un centime pour ce gribouillage. » Elle jeta la chaussure au sol, obligeant Sam à se baisser pour la ramasser, tandis que quelques passants ricanaient. Ce genre de scène se répétait. D'autres clients discutaient pendant des heures, pour un prix qu'ils avaient eux-mêmes fixé, refusant finalement de payer les quelques pièces promises une fois le travail fini. Il était insulté, traité de bon à rien ou de paresseux, par des gens qui, autrefois, se seraient agenouillés pour obtenir une audience auprès de lui. Pourtant, malgré la brûlure de l'orgueil blessé, Sam ne flanchait pas. Chaque insulte était une confirmation. Il était au bon endroit. Il apprenait enfin à distinguer le masque de la réalité. Il ne s'attardait pas sur les dires des autres, car il gardait en tête son unique objectif. Dans cet océan de mépris, il cherchait une perle de sincérité. Il ne savait pas encore que cette perle était sur le point de trébucher, littéralement, devant sa porte. L'aurore n'avait pas encore fini de dissiper les brumes matinales sur Bundiali quand Sam sortit son balai pour nettoyer le seuil de son échoppe. L'air était encore frais, un répit éphémère, avant que la fournaise de la journée ne s'installe. C'est dans cette lumière incertaine qu'il vit une ombre se dessiner au bout de l'allée. Une silhouette gracile s'avançait, portant avec une élégance naturelle une lourde marmite sur la tête. Sam s'arrêta, fasciné. À mesure qu'elle approchait, les traits de la demoiselle se précisaient. Elle était d'une beauté simple, loin des artifices des salons d'Assini. Troublé par le regard insistant du cordonnier,
La jeune femme perdit un instant l'équilibre. Son pied heurta une pierre saillante juste devant le kiosque. Dans un cri étouffé, elle trébucha. Sam, dont les réflexes étaient restés vifs, lâcha son balai et se précipita pour la rattraper par les bras. Il évita la chute de la jeune femme, mais la marmite, elle, ne put être sauvée. Elle bascula, et des dizaines de boules d'attiéké, soigneusement emballées dans des sachets plastiques, s'éparpillèrent sur le sol poussiéreux. « Oh non, ma marâtre va... » murmura-t-elle, les yeux emplis de détresse. Sans un mot, Sam s'agenouilla à ses côtés pour l'aider à ramasser la marchandise. Leurs gestes étaient rapides, presque synchronisés, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule boule entre eux. En tendant la main simultanément, leurs doigts se frôlèrent. La sensation fut comme une décharge électrique. Le temps sembla se figer. Leurs regards se croisèrent et, pour la première fois depuis son arrivée, Sam ne vit ni mépris, ni calcul dans les yeux de son interlocuteur, mais une vulnérabilité touchante. Reprenant ses esprits, la jeune femme se releva précipitamment, mais elle manqua de tomber à nouveau. La lanière de sa chaussure avait cédé lors du choc. « Salut, je peux te la réparer si tu veux », proposa Sam, avec un sourire qu'il n'avait pas affiché depuis des semaines. « C'est mon métier, après tout. » Elle hésita, puis, rassurée par la douceur de sa voix, lui confia la chaussure. Tandis que Sam maniait la laine et le fil avec une dextérité surprenante pour un simple artisan de rue, il engagea la conversation. Il apprit qu'elle s'appelait Eva. Orpheline, elle vivait sous le joug d'une marâtre, qui l'utilisait comme servante pour gérer son commerce de garba. En la regardant repartir vers le cœur du marché, Sam comprit que son voyage à Bundiali venait de prendre tout son sens. Il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Les jours qui suivirent transformèrent le petit kiosque de bois en un sanctuaire. Ce qui n'était au départ qu'une rencontre fortuite devint un rituel quotidien que ni Sam ni Eva ne voulaient briser. Chaque midi, Eva apparaissait entre les étals, une assiette de garba fumant à la main, soigneusement recouverte d'un sachet pour en préserver la chaleur. Pour Sam, l'homme qui avait fréquenté les tables les plus prestigieuses d'Assini et d'ailleurs, ce plat de thon frit et d'attiéké était devenu le plus précieux des festins. Ce n'était pas seulement une question de goût, c'était l'attention qu'Eva y mettait. Elle décorait toujours l'assiette avec quelques piments frais et des oignons finement découpés, un luxe de présentation qu'elle réservait exclusivement à son ami cordonnier. Assis sur des bancs de fortune, ils discutaient des heures durant. Sam écoutait le récit de la vie difficile d'Eva, sa résilience face aux exigences de sa marâtre et ses rêves simples d'une vie paisible. De côté, Eva était fascinée par ce cordonnier aux manières si distinguées et au regard si profond. Elle venait toujours bien habillée, ajustant son pagne avec soin avant de l'approcher, malgré la poussière environnante. Bien qu'ils ne s'avouaient rien, l'air entre eux vibrait d'une électricité indéniable. Sam voyait en elle une noblesse de cœur qu'il n'avait jamais rencontrée dans son monde de paillettes. Elle l'aimait pour sa présence, pour son écoute, pour ce qu'il dégageait en tant qu'homme démuni de tout apparat. Ce sentiment pur et désintéressé était la plus belle des récompenses pour son exil. Ils se mentaient à eux-mêmes en appelant cela de l'amitié, alors que leurs cœurs, eux, avaient déjà scellé un pacte silencieux. Un après-midi de chaleur suffocante, Eva trouva une occasion inespérée d'échapper à la surveillance constante de sa marâtre. Un client régulier avait passé une commande importante, et Eva se proposa immédiatement pour effectuer la livraison à l'autre bout du quartier. C'était son ticket pour la liberté, un précieux moment de répit qu'elle s'empressa d'offrir à Sam. Dans l'intimité étroite du kiosque, le temps sembla suspendre son vol. Eva observait Sam travailler le cuir, l'assistant parfois en lui tendant ses outils. Ils riaient de tout et de rien, oubliant les barrières sociales et la dureté de leur vie respective. Dans cette petite boîte en bois, Sam n'était pas un millionnaire déguisé, et Eva n'était pas une servante exploitée. Ils étaient simplement deux âmes en résonance. Mais le bonheur rend aveugle à l'horloge. Quand Eva leva les yeux vers le ciel, le crépuscule avait déjà cédé la place à une nuit d'encre. Il était 20 heures. Le retour à la maison fut un choc brutal. Mamazara l'attendait de pied ferme, l'ombre menaçante sous la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Sans un mot d'explication, la sentence tomba. Elle força Eva à prendre 2 lourds blocs de pierre, un dans chaque main, et lui ordonna de se mettre en position de chaise contre le mur de la cour, les bras levés. La douleur dans les cuisses et les épaules devint rapidement atroce, mais Eva serra les dents. Dans son esprit, elle revoyait le sourire de Sam, et cela lui servait de bouclier contre la cruauté de sa tante. La haine de Mamazara n'était pas fortuite. Elle était nourrie par une pression financière étouffante. La vieille femme avait contracté une dette colossale auprès du commerçant le plus puissant et le plus craint du marché, Chi Pablo. Cet homme, aussi riche que sans scrupules, ne réclamait pas seulement son argent, il avait les yeux rivés sur Eva. Il voulait en faire sa 7e femme, une sorte de trophée pour couronner sa domination sur le quartier. Malgré les menaces et les châtiments, Eva ne flanchait pas. Elle redoublait d'ingéniosité pour revoir Sam.
Elle feignait l'absence de condiments pour courir au marché, ou détournait quelques restes de nourriture pour lui préparer des plats en secret. Sam, de son côté, venait parfois rôder autour du restaurant de Garba, faisant mine d'être un client affamé juste pour échanger un regard furtif ou une pression de la main avec sa bien-aimée. Mais à force de tirer sur la corde, celle-ci finit par rompre. Un jour, Mamazara, folle de rage en découvrant leur lien, débarqua au kiosque de Sam pour l'insulter publiquement, jurant de briser ce cordonnier misérable qui osait détourner sa marchandise. Le silence d'Eva était plus assourdissant que le vacarme habituel du marché de Bundiali. 3 jours s'étaient écoulés sans qu'elle ne paraisse avec son plat de garba, ni même une ombre furtive à l'entrée du kiosque. L'inquiétude de Sam se mua en une certitude glaciale lorsqu'il apprit, par les commérages des vendeuses voisines, que Mama Zara avait franchi l'irréparable. Pour effacer l'ardoise qui la liait à Chipablo, elle avait décidé de lui livrer sa nièce. Chipablo, ivre de cette victoire qu'il n'avait pu obtenir par la séduction, avait accepté le pacte avec une joie cruelle. Pour éviter toute fuite, Eva était désormais cloîtrée dans une chambre sombre, les fenêtres condamnées, surveillées de jour comme de nuit. Elle était devenue une marchandise, un simple objet de transaction pour éponger une dette d'argent. Le cœur lourd, Sam décida de mener son enquête. Il s'approcha du restaurant de la marâtre, se fondant dans la masse des clients. Là, il parvint à tirer les verres du nez à l'une des revendeuses remplaçantes, une jeune fille terrorisée qui finit par lâcher la vérité dans un souffle. Le mariage a lieu après-demain, sous le manguier de la cour. Chipablo viendra la chercher avec ses hommes après la signature du contrat. De retour dans l'exiguïté de son kiosque, Sam s'assit sur son tabouret, fixant ses mains calleuses. Il avait trouvé ce qu'il cherchait, l'amour pur d'une femme qui ignorait tout de ses millions. Mais aujourd'hui, cet anonymat qu'il avait tant chéri devenait l'obstacle à la survie de celle qu'il aimait. Il ne pouvait pas sauver Eva avec une haleine et du fil à coudre. Il ouvrit son sac de voyage dissimulé sous sa natte et en sortit le billet de bus de retour, froissé mais intact. Le temps du cordonnier était révolu. L'heure du prédateur industriel avait sonné. Sans un mot pour ses voisins, il ferma son kiosque et se dirigea vers la gare. Alors que le bus s'éloignait de Bundiali, Sam regardait la poussière rouge s'élever derrière lui. Il retournait à sa villa d'Assini, non pas pour abandonner la bataille, mais pour mobiliser une armée. Il allait troquer ses haillons pour ses costumes sur mesure et sa modestie pour la puissance dévastatrice de son empire. Lorsque le taxi déposa Sam devant les hautes grilles de sa villa d'Assini, le garde à l'entrée hésita un instant. L'homme qui se tenait là, vêtu d'une chemise délavée et de pantalons poussiéreux, n'avait rien du magnat de l'industrie qu'il était censé protéger. Mais dès que Sam leva les yeux et ordonna l'ouverture des portes d'une voix qui ne souffrait aucune contestation, le vigile s'exécuta, tremblant. Sam traversa son jardin luxuriant sans accorder un regard à la piscine à débordement ou aux œuvres d'art qui jalonnaient son passage. Il entra dans sa suite principale et ferma la porte derrière lui. Le silence de la demeure, autrefois pesant, lui parut soudain nécessaire. Il se débarrassa de ses vêtements de cordonnier, ces reliques d'une vie qu'il avait aimée, pour entrer sous une douche brûlante. En regardant l'eau emporter la poussière rouge de Bundiali dans le siphon, il sentit sa détermination se cristalliser. Devant le miroir, il retrouva son visage d'autrefois. Il tailla les derniers poils de sa barbe avec une précision chirurgicale et enfila un costume sur mesure d'un bleu nuit profond, dont le tissu seul valait une petite fortune. En ajustant ses boutons de manchette en or, il ne voyait plus le millionnaire blasé qu'il était quelques mois plus tôt, mais un homme qui savait désormais ce que le mot « valeur » signifiait réellement. Il s'empara de son téléphone crypté et composa le numéro de son assistante de direction. « Sarah, j'ai besoin de vous. Maintenant. Je veux un convoi de 50 véhicules de luxe. Les modèles les plus imposants. Je veux également une escorte de gendarmerie et un camion militaire en tête de ligne. Nous partons pour le nord dans 3 heures. » Pendant que ses ordres déclenchaient une tempête logistique à travers la ville, Sam s'assit à son bureau d'acajou. Il signa un chèque en blanc et prépara les documents légaux nécessaires. Il ne s'agissait plus seulement de sauver la femme qu'il aimait, il s'agissait de démanteler un système de prédation. Il pensait à Eva, enfermée dans l'obscurité, ignorant que son humble ami cordonnier était en train de déplacer des montagnes pour elle. Le vrombissement des moteurs commença à saturer l'air devant sa villa. Les voitures arrivaient les unes après les autres, formant une ligne d'acier et de chrome qui s'étirait sur des centaines de mètres. Sam descendit les marches de son perron d'un pas imposant. Il ne fuyait plus sa richesse. Il l'utilisait comme une arme de justice. Le jour fatidique était arrivé, enveloppant Boundiali d'une chaleur étouffante qui semblait peser sur les cœurs autant que sur la terre. Sous le grand manguier de la cour, l'ambiance était à la célébration pour certains et au deuil pour d'autres. Mamazara et Chipablo trônaient sur des chaises en bois, échangeant des sourires satisfaits. Le deal était scellé, une vie humaine contre l'effacement d'une dette de jeu et de commerce. Lorsqu'on fit sortir Eva de la chambre, le silence se fit. Elle était magnifique dans sa robe de dot, mais ses yeux, rougis par des nuits de larmes, ne reflétaient que le désespoir.
Elle luttait contre les mains qui la poussaient vers son futur bourreau, refusant de se soumettre à cette mascarade. Chipablo, un sourire carnassier aux lèvres, saisit sa main avec force dès que le contrat fut signé par les deux parties. « C'est fini, petite. Tu es à moi maintenant », jubila-t-il, en l'entraînant vers la sortie. Mais alors qu'ils atteignaient le seuil de la cour, un grondement sourd fit vibrer le sol. Ce n'était pas le tonnerre, mais le rugissement de dizaines de moteurs puissants. Un immense nuage de poussière s'éleva, masquant l'horizon. En tête de ligne, un camion militaire imposant freina brutalement, suivi d'un cortège surréaliste. 50 véhicules de luxe, des berlines noires aux vitres teintées, s'immobilisèrent les uns après les autres, formant une ligne d'acier qui s'étirait sur toute la longueur du quartier. Le quartier entier retint son souffle. Instantanément, comme une chorégraphie millimétrée, un garde en costume noir sortit de chaque voiture et se mit aux gardes. « Ah, vous !» Chipablo et Mamazara, pétrifiés, ne comprenaient pas ce délire. Le chauffeur de la troisième voiture ouvrit la portière arrière et, d'un pas lent et impérial, un homme en sortit. C'était Sam. Mais ce n'était plus le cordonnier aux mains tachées de colle, c'était le lion de l'industrie, drapé dans un costume bleu nuit qui captait chaque rayon de soleil. Dès qu'Eva le reconnut, un cri de joie mourut dans sa gorge avant qu'elle ne s'élance vers lui pour s'effondrer dans ses bras. Sam avança vers les deux complices, tenant la main d'Eva fermement. D'un geste sec, il claqua des doigts. Un garde s'approcha et remit à Chipablo un chèque dont le montant représentait 10 fois la dette de Mamazara. Avant que le commerçant ne puisse dire un mot, le garde lui arracha le contrat de mariage des mains et le déchira en 1000 morceaux. « Le prix de votre cupidité est payé », lança Sam, la voix froide comme l'acier. « Mais le prix de votre crime commence maintenant. » Un second claquement de doigts, et les gendarmes qui escortaient le convoi passèrent les menottes à Mamazara et Chipablo pour mariage forcé. Sous les acclamations des habitants du quartier, Sam posa un genou à terre devant Eva, devant tout le monde. « Pardonne-moi, Eva, pardonne-moi de t'avoir menti, mais j'avais besoin de savoir si le cœur que je cherchais existait encore. Merci de m'avoir aimé quand je n'avais rien. » Elle le releva, les yeux brillants de bonheur. Sam la dirigea vers la 4e voiture, où ses parents l'attendaient. Les larmes aux yeux, ils prirent les mains de la jeune femme, l'acceptant non pas comme une servante de marché, mais comme la future héritière de leur empire. À Bundiali, ce jour-là, on ne fêta pas un mariage forcé, mais le triomphe de la vérité.